En premier lieu, d'abord, je voudrais dire, à plusieurs reprises, dans certaines instances, j'ai toujours dit que j'aimais pas trop qu'on oppose les territoires. Là encore, on a encore un peu entendu entre nos deux communautés de communes. C'est un peu dommageable, parce qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Et le plus d'à côté peut être le moins de l'autre, mais voilà, c'est un peu dommageable. Donc ça, c'est un aparté. Deuxièmement, quand on veut attirer des gens, mais aujourd'hui, dans notre territoire, comment des jeunes, même s'ils ont du travail, peuvent acheter? Alors, soit c'est en location, mais au bout d'un moment, ils veulent bien s'installer durablement, fonder une famille pour avoir des enfants. Comment ils font pour acheter? Parce que le premier maillon, c'est ça, ils ne peuvent pas acheter. Voilà. Bon, je ne parlerai pas de mon cas personnel, parce que nous, c'est tellement cher que c'est même pas possible. Mais voilà. Donc, comment on peut attirer des gens, même en ayant du boulot, et qui ne peuvent pas acheter les maisons? C'est pas possible. Donc, il faut se poser des questions. On parlait de dumping. Bon. Moi, j'en fais d'une certaine façon. Les loyers pour les artisans et les petits commerçants, même si j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une douzaine, ils sont 3 fois moins chers que ce qu'on peut trouver autour. Bon, c'est pas pour attirer les gens. C'est important, je vais vous le dire, c'est pour qu'ils restent surtout. Parce que la fiscalité aujourd'hui, notamment dans les zones rurales, la fiscalité, la loi cadre, elle est telle que de toute façon, c'est voué à l'échec pratiquement. Vous ne pouvez plus avoir aucun artisan, enfin, un boulanger, c'est pas possible, c'est fini. Un charcutier, c'est bien très compliqué, etc. Donc, quelque part, d'une manière basique, il y a déjà tout un tas de cases qu'on ne peut plus cocher. Voilà. Après, on veut développer, bah oui, mais... Donc, au-delà de ce que nous, on peut produire, même si on a quelques leviers, au niveau de l'État, je ne parlerai pas de l'Europe, parce que bon, ça vient complexifier, mais au niveau de l'État qui permettent aux zones rurales d'avoir des leviers de fiscalité ou d'avoir des législations, même si elles sont étatiques, de manière à faire en sorte que les gens puissent subsister, rester. Parce qu'on parle toujours de faire venir des gens, mais on en a fait partir combien? Notamment avec les politiques des choses collatérales, les écoles et autres. Bon, voilà, c'est un peu ce que je voulais aussi amener comme constat. Après, juste une dernière question. Quand vous parlez, on est les champions, on a une démographie plus ou moins faible, mais on a une empreinte, enfin, on continue à construire énormément. Mais alors, dans le détail, mathématiquement, c'est quoi c'est des maisons secondaires? Comment c'est possible? Voilà. Merci Stéphane. Donc, il y a plein de questions. Donc, attention, parce qu'on va peut-être pas faire un colloque sur le revenu du ménage, où il faudra qu'on fasse, parce que les moyens d'acheter, c'est aussi un autre problème. Oui, monsieur. Bon, bonsoir, Franck Lenbel, membre du Conseil de développement du pays. Je voulais déjà en introduction dire que j'ai beaucoup apprécié les interventions, les présentations qui ont été faites, et notamment je trouve assez intéressante l'approche sur la notion de plan paysage, dans le sens où effectivement c'est une synthèse un peu de toutes les thématiques et de toutes les problématiques que l'on est susceptible de rencontrer sur le territoire. Donc après, je ne sais pas ce que peut être la mise en place de ce genre de dispositif, parce que si on met effectivement en place cette chose-là, il y a le SRADET, il y a le SCOT, il y a les PLUI, il y a les PCAET, enfin je vous passe les meilleurs. Voilà comment comment dirais-je, on arrive à faire une synthèse de tout ça sans rajouter des couches. Mais ceci dit, justement, quand on regarde un petit peu les documents, puisqu'on parle sur l'occupation des sols, etc., que ce soit le SRADET, que ce soit le SCOT, que ce soit les PLUI, il y a déjà, moi, je trouve, beaucoup de préconisations dans ces documents qui sont... alors, est-ce que ce sont seulement des préconisations, est-ce que ce sont des obligations, ça dépend peut-être des documents, mais qui prennent en compte comment dirais-je, les préoccupations qui ont pu être exposées par rapport comment dirais-je, au fait de boucher les dents creuses, au fait de limiter l'étalement urbain, au fait d'éviter la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, ce qu'on veut, voire on commence à voir apparaître des notions de reconstruire la ville sur la ville. Et j'ai pas toujours le sentiment finalement que toutes ces préconisations qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, soient toujours prises en compte dans les projets des collectivités qui ont voté, approuvé SCOT, le PLU, etc. Et donc ma question, c'est comment, via son SCOT, comment le pays peut peut-être des fois, je ne sais pas, un petit peu alerter sur, tiens, attention, là, à tel ou tel endroit,
voilà, on déconne peut-être un peu par rapport aux préconisations, etc. Alors je sais que l'instance du pays n'a pas de pouvoir coercitif, de police, etc. Mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour faire aussi vivre ce SCOT, je veux dire, et y compris dans l'application de ces préconisations. Alors je sais que c'est pas forcément très facile. Je vous remercie. Merci. Bah, écoutez, ce soir, on essaie de faire le SCOT. Oui, oui, c'est très bien. Donc, Philippe, une question, mais synthétique, s'il te plaît. Mais bien sûr. Non, juste 2 points. La première chose, c'est que dans son dernier rapport, le pays a réécrit combien il regrettait à propos de l'opposition des territoires. Que les 2 communautés de communes n'en fassent pas qu'une, et peut-être que les nouveaux mandats, les nouveaux élus, c'est peut-être un plat qui pourrait être retravaillé. Pourquoi pas refusionner les 2 communautés de communes, parce qu'on voit bien que le Chinonais, c'est quand même un territoire, une entité qui tient la route. La deuxième chose, c'est sur Chinon-Vienne-Loire, 1500 familles voudraient s'installer. Bravo. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un EPR qui se construit, et est-ce que le SCOT intègre un plan B EPR, c'est-à-dire peut-être 1500 salariés qui vont venir là s'installer sur un chantier de très long, et après pour le faire fonctionner. Parce que déjà 1500 familles actuellement veulent venir, ça serait peut-être 3000. Comment on fait? Merci, Philippe. Donc, peut-être 2 mots de Monsieur Guioni. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, sur le niveau, en fait, et des loyers et des acquisitions, c'est juste, et c'est pour ça que c'est en lien avec, je pense, un des constats qui a été porté au début par Péricles de Foucault sur les typologies de biens aussi. C'est vrai que, et c'est pour ça que ça invite à se poser, à remettre au centre des politiques d'habitat une notion qui commence à réémerger, qui est celle de l'évolutivité. C'est-à-dire se dire, dès le moment de la construction, je pense à l'évolution et aux 1000 vies que peut avoir en finalement peu de temps. Parce qu'avant, la vie d'un bien, c'était celle d'une famille, voire sur plusieurs générations. Aujourd'hui, on peut peut-être se poser la question au moment de la conception du projet, de ce qui peut être vendu à une autre typologie d'acquéreurs complètement différente, ou intégrer d'autres types, pour peu de travaux ou pour peu de coûts, intégrer d'autres types d'acquéreurs dans 5, 10, 15 ans, et pas seulement dans des temporalités très longues. Je pense que ça a beaucoup de liens avec la typologie de biens ou existants, ou en projet, ou ce qu'on peut construire dans les potentiels qui ont été évoqués par Denis Fouché. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Vous posiez aussi, donc ça me permet de vous répondre à ça aussi, cette consommation, à quoi elle est due. Ça dépend des études, mais entre 45 et 60% à de l'habitat, l'habitat résidence principale, et entre 25 et 35%, ce qui est quand même considérable aussi, aux mobilités et au stationnement. Donc les routes, les parkings, les ronds-points, pour faire court. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on a effectivement fait ça nous a amené à des découvertes intéressantes, la stratégie foncière sur la CCCVL, parce que il y a les 600 hectares de densification douce, et puis il y a aussi 97 hectares mobilisables de biens vacants. Alors c'est très difficile, parce que ça, c'est pourquoi ils sont vacants, est-ce que je peux agir sur le propriétaire ou pas? Et on s'est aperçu que sur les 600 propriétaires de tous ces biens vacants qui forment 97 hectares mobilisables, sur les 600, il y en a 100 qui sont par exemple des bailleurs sociaux. Ça, c'est plus facilement mobilisable qu'un particulier au porte-à-porte, un par un. Il y en a une autre centaine qui sont des SCI de notables locaux ou des investisseurs. Ça aussi, c'est un peu plus facile que d'aller parler directement aux familles, où là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais déjà, ça nous en fait 200, où on se dit qu'on peut peut-être un peu plus facilement, sans perdre trop de temps au sein de la commune, en toucher un paquet sur la vacance. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet de rentrer dans ce niveau de détail-là dont parlait M. Fouché, et de travailler, à mon avis, vraiment utilement sur cette consommation. Et alors, pour répondre sur l'observation aussi, et le rôle que peut avoir un SCOT, nous, une de nos recommandations, d'ailleurs, on ne s'est pas prononcé sur l'échelle, parce que c'est assez compliqué
la gouvernance locale et puis départementale et régionale. Mais effectivement, un observatoire local du foncier, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place dans beaucoup de territoires en France, souvent en parallèle d'un observatoire local de l'habitat. Voilà, et donc nous, ça faisait partie des recommandations qu'on avait, qui pourraient avoir pour rôle de suivre effectivement et ces métriques de consommation, mais aussi éventuellement ces potentiels, voilà, année après année, et comme vous le disiez, comme vous le mentionnez, de produire des alertes, le cas échéant. Il n'y a pas de pouvoir de coercition du tout d'un syndicat mixte, mais de produire des conseils ou des alertes en fonction du suivi de ces paramètres. À quelle échelle? Voilà, ça c'est la question. Est-ce que observer le foncier, ça dépend vraiment de chaque territoire. Est-ce qu'ici c'est au niveau d'un SCOT, d'un département, seulement des EPCI? Ça c'est une question qui vous revient. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Denis voulait réagir. Deux choses. Par rapport à la question que tu posais sur l'arrivée massive en cas de PR2, ce qu'on souhaite tous, puisqu'on s'est positionné dans ce sens-là, oui, il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais bon, il y en a une majorité qui sont favorables. Il existe dans l'enveloppe nationale, pour les grands projets, des hectares qui pourraient être mis sur notre territoire. Il existe aussi dans l'enveloppe régionale quelques hectares qui pourraient revenir aussi sur notre territoire dans le cadre de projets qui intéressent la région. On ne peut pas dire qu'un EPR2 sur un territoire, ça n'intéresse pas la région. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Après, il y a la possibilité, comme disait M. Villoni, sur la stratégie foncière, où effectivement, je vous ai déballé le plus gros, c'est-à-dire en disant on a 600 hectares potentiellement à récupérer. On a effectivement, sur les propriétés vacantes, et nous, on s'est déjà, Chinon-Vienne-et-Loire, positionné sur la récupération des biens vacants, déjà depuis 2020, où on a validé notre PLUI, effectivement, avec des chiffres importants de biens vacants. Bon, on a fait une analyse quand même à quoi ça correspondait. On s'est aperçu que les biens vacants, on est un territoire où il y a beaucoup d'anciens troglos. Et les troglos étaient considérés comme des maisons. Et pour les fichiers de la DGFiP, ils sont toujours considérés comme des habitations. On avait aussi beaucoup de garages. On a déjà diminué fortement de 12% à 7,5% les logements vacants sur notre territoire. Puis après, il y a encore du travail, il y a des propriétés vacantes, effectivement, il y a des SCI. Mais ça, c'est un travail qu'on devra faire beaucoup plus finement et s'en donner les moyens si on a envie de pouvoir continuer à construire sur nos territoires, que ce soit en zone urbaine ou même dans les petits villages. Parce que je suis désolé, des petits logements vides, il n'y en a pas énormément. Il faut savoir qu'on a bénéficié depuis de nombreuses années. Il y a eu des programmes qui étaient très intéressants pour les petits villages. Dans les petits villages, vous pouviez réhabiliter les logements. Ça vous ouvrait par des aides de la région des fonds pour faire votre voirie. Donc tous on est passé par ces choses-là. Donc dans les petits villages, il n'y a pas énormément de logements abandonnés, que ce soit dans les plus petites communes comme Lernay, où vous allez voir, et puis il n'y a pas Lernay, c'est l'exception. Mais oui, mais non, il n'y a pas que Lernay. Moi, je suis à Ciney, il n'y a pas de grande demeure vide. Tout est... Alors, il y a des résidences secondaires, on les taxe, voilà.